Bonjour, nous recevons l'historien Patrice Guénifet, qui est l'auteur d'une œuvre abondante, particulièrement tournée sur la Révolution française et le Premier Empire. Et au sein de cette œuvre, on distingue en particulier Napoléon et De Gaulle, deux héros français, qui est son dernier grand format paru, après une biographie très remarquée de Bonaparte. Et nous fêtons cette année le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce qu'il dit encore aux Français d'aujourd'hui ? Un grand souvenir, un personnage qui a marqué l'histoire. Bien sûr, il n'y a plus de bonapartistes, il y en a eu beaucoup pendant des décennies, mais c'est un peu fini. Ce qui reste, c'est une grande aventure. Voilà. Quelqu'un d'hors du commun, un personnage qui fait partie de la famille des sauveurs, pour le meilleur ou pour le pire. Pour lui, ça a été les deux. Le meilleur d'abord, le pire ensuite. Voilà. C'est un peu... voilà, il appartient à l'histoire. Il incarne un personnage qui reste dans l'esprit des Français. Ailleurs, hors des frontières, on aime plutôt le militaire, le conquérant. Par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, en Asie. Napoléon, c'est le conquérant, le guerrier glorieux. Ici en France, il reste comme celui qui, dans un contexte tragique, a su trouver une issue politique. Et puis, réciproquement, à côté, il reste celui qui a provoqué, pour finir, un désastre. Voilà. Est-ce qu'il est pour vous le plus grand capitaine de tous les temps, comme on le lit souvent, militairement parlant ? Oui, certainement. Parce que, d'abord, il a l'art du commandement. Il a ensuite le génie de la tactique et de la stratégie. Et ses ennemis ont mis 20 ans avant de comprendre ce qui leur arrivait. Et de trouver les moyens, enfin, de le battre. Oui. Donc il est le plus grand de ce point de vue. Oui. Et à lire ce que vous écrivez notamment, c'est aussi, en particulier durant le consulat, peut-être le plus grand homme d'État moderne que la France ait connu. C'est un grand homme d'État parce qu'il a su juger la situation et il a su trouver des solutions qui n'étaient pas celles que lui aurait choisies s'il avait eu la liberté de choisir. Parce qu'après tout ce qu'il a fait était contre son tempérament. Mais il a eu la sagesse de faire ce qui était possible à un moment donné. Donc comme la Révolution avait gagné au fond, tout en étant en difficulté, il a su traduire la Révolution dans des institutions stables, garantir les principales conquêtes de 1789, alors que tout cela, personnellement, lui faisait absolument horreur. Oui, pour vous, il était pourtant jacobin dans ses jeunes années. Oui, il était jacobin parce qu'il aimait la force. Il aimait la force, il aimait le pouvoir. Il n'aimait pas l'égalité, il ne croyait pas à l'égalité. Il n'aimait pas, il détestait la liberté. Parce que ce n'était pas dans son tempérament, c'était un tempérament despotique. Et il avait une admiration profonde pour l'Ancien Régime, alors que lui-même était un petit Corse de rien du tout. Mais néanmoins, son idéal, c'était l'Ancien Régime. Mais vivant dans l'époque révolutionnaire, il avait compris que l'Ancien Régime ne reviendrait pas. Et que pour accéder au pouvoir et pour l'exercer, eh bien, il fallait reconnaître la Révolution. Et c'est pour ça qu'il est grand, parce qu'il a su reconnaître ce qui était nécessaire et possible à un moment donné. Et ça, pour faire référence à votre dernier livre, est-ce que le général de Gaulle s'inscrit dans cette veine du possible ? Oui, bien sûr. De Gaulle, lui aussi, rétablit la République qu'il n'aime pas. Il est catholique, monarchiste, il n'a aucun goût pour la démocratie, mais il va la rétablir 2 fois. Mais De Gaulle finit mieux que Napoléon. De Gaulle sait s'arrêter, bon, l'âge l'aide, il a presque 80 ans, donc ça aide. Napoléon meurt à 51 ans, donc c'est beaucoup plus difficile. Mais Napoléon, dans son tempérament, il y a quelque chose d'illimité. C'est un homme qui ne sait pas et qui ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il est un peu comme Macron de ce point de vue-là. Il ne vit qu'en agissant. Le jour où il arrête d'agir, il est mort. C'est ce qui lui est arrivé. Voilà. C'est ce qui explique pour vous quelle est la faute capitale qu'il ait faite. La guerre d'Espagne, la campagne de Russie ? Non, c'est d'abord de se faire couronner empereur, de prendre toute cette espèce de régime kitsch carolingien qui fait que les gens commencent à se poser des questions très vite.
On sait que par exemple les milieux d'affaires dès 1808 décrochent, donc que le soutien du pays commence à se retirer. Et puis ensuite la faute, c'est de ne jamais saisir les possibilités de négocier la paix et de penser que la guerre est la solution à tout. Parce que comme il n'a jamais été battu, il pense qu'il gagnera toujours et donc que la guerre peut tout résoudre. Et chaque fois qu'il y a une possibilité de négocier, il en profite pour arracher davantage de concessions à son adversaire. De ce point de vue, il ressemble un peu à Hitler, hein, il faut bien le dire. Il négocie de la même façon, en menaçant. Voilà. Même dans sa dernière tentative, en 1815, ou est-ce qu'il y a un vrai changement, comme il le dira à Sainte-Hélène? Non, il n'y a pas de changement. Ça, c'est le seul moment véritablement criminel de son histoire. Parce que les Français n'ont pas besoin de lui en 1815. La monarchie est revenue. La nouvelle constitution est plutôt favorable aux libertés. Les gens réapprennent à vivre en paix après 25 ans de... presque, oui, un peu plus de 20 ans, 23 ans de guerre. Donc revenir, c'est criminel parce qu'avec son retour, c'est la guerre qui reprend. Alors de ce fait, c'est un mauvais coup porté à la France. Il revient tout simplement parce qu'il ne peut pas mourir en prince de l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, c'est grand comme un confetti. Quand on a dominé l'Europe, on ne peut pas finir comme ça. Donc il revient pour faire une fin, parce qu'il sait très bien que dès qu'il sera revenu, l'Europe reprendra la guerre contre lui. Et que compte tenu de l'épuisement en ressources démographiques, il y a quand même eu plus d'1 million de tués pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, il ne peut pas reformer une armée, subir une ou deux défaites et continuer une campagne. Donc il revient pour finir en beauté. Voilà. Et il va réussir de ce point de vue. Est-ce que dans l'imaginaire qu'il continue à exercer sur nos contemporains, la qualité de ses écrits, en particulier de sa correspondance et du mémorial, joue? Non. Est-ce qu'ils sont encore lus? Non. Non, ça c'est fini. Ça a joué sur l'époque romantique, vers 1830, 1840, mais il reste quelque chose de lui, c'est qu'il fait partie de ces personnages très peu nombreux, qui partent de rien et qui arrivent au sommet très vite et qui ont tout très vite. Et c'est ça la fascination qu'il exerce, parce qu'il prouve que quand on est intelligent, qu'on est courageux, qu'on n'a absolument aucun scrupule, qu'on ne croit en rien, eh bien on peut faire de grandes choses. Voilà, il n'est limité par rien. C'est ça la fascination qu'il exerce. Et est-ce que le biographe que vous êtes peut échapper à la fascination? Non. Non, on est forcément fasciné, ça ne veut pas dire que je l'aime. Je n'aime pas le personnage. Mais je suis bien sûr fasciné par lui, mais je suppose que les gens qui travaillent sur d'autres personnages du même genre, à la fois sont fascinés, mais ça n'implique pas qu'on les aime. Je ne sais pas si quelqu'un fait une biographie de Staline, sans doute il sera fasciné par Staline. Staline a des côtés d'ailleurs sympathiques, il a aussi des côtés monstrueux, mais aimer Staline, c'est très difficile. Napoléon, c'est pareil, le personnage est certes beaucoup plus sympathique que Staline, parce que c'est un homme du XVIIIe siècle, mais en même temps, il a des côtés monstrueux, son indifférence à la vie humaine, sa haine de la liberté, son esprit de conquête, l'espèce de folie qui le pousse toujours plus loin. Donc c'est difficile de l'aimer. Comment expliquez-vous qu'il ait réussi, la question un peu militaire, à aller jusqu'à Moscou, là justement Hitler a échoué? D'abord, il avait des soldats qui savaient marcher, parce qu'ils y sont allés à pied. Ensuite, le problème de la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'est une guerre industrielle. Donc c'est celui qui a la plus grosse capacité industrielle qui, au final, gagne. Là, pas du tout. Il n'y a pas ce problème-là. Il a un handicap qui est une très grosse armée. Il ne sait pas manœuvrer une grosse armée. Et ça va compter dans l'échec de la campagne de Russie. Mais en même temps, il y va sans rencontrer aucun obstacle, parce qu'il y va pour négocier. Et son idée, c'est pas d'aller à Moscou, c'est de s'arrêter à Vilnius et d'attendre le tsar, parce qu'il est convaincu que le tsar est fasciné par lui et que le tsar viendra discuter. Simplement, le tsar a changé et décidé de ne plus parler avec Napoléon. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous avez interprété le grand succès de vos livres et de la publication du mémorial il y a quelques années?
C'est donc qu'il y a encore c'est un sujet, comme on dit, increvable. C'est-à-dire que Napoléon, il n'y a pas beaucoup de sujets en histoire comme ça. Il y a la Seconde Guerre mondiale. Si Hitler n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer parce qu'il fait de l'usage. Napoléon, c'est pareil. Voilà, ils sont quelques-uns comme ça qui jouissent du privilège de parler à un cercle plus large que le cercle où s'est passée leur histoire. Voilà, l'histoire de Napoléon est française, elle est européenne, mais Napoléon a des admirateurs et des gens qui sont fascinés par le personnage, intéressés aussi par son histoire dans le monde entier. Voilà. Il fait partie d'un très petit club. Est-ce que ce constat est valable pour le général de Gaulle aussi? Est-ce qu'il y a une fascination gaulienne à l'égal de celle de Napoléon? Non, parce que de Gaulle est... Napoléon, il est de nulle part. Et il pourrait être... D'ailleurs, il aurait pu vivre n'importe où, il aurait été très bien. Lui-même ne se sentait de nulle part. Surtout pas français. Il disait je veux reposer auprès de ce peuple français que j'ai tant aimé, mais ça c'était des mots. Il ne se sentait de nulle part. Il était lui, pas d'ancêtre, pas de pays, pas de tradition, pas d'origine. Lui seulement. De Gaulle, il est très français. Et de ce fait, De Gaulle ne s'exporte pas. Et à l'étranger, bien sûr, les gens reconnaissent parfois ce qu'il a pu faire, mais en même temps, le nom est toujours accueilli avec un peu de quelques sourires, parce que le personnage était un peu bizarre dans sa manière de parler, dans sa manière de s'exprimer, dans le décalage qu'il y avait entre ce qu'il disait de la France et ce qu'était la France. C'est-à-dire qu'au temps de Gaulle, la France n'est déjà plus ce qu'elle était au temps de Napoléon. Et De Gaulle, par la magie de la parole, la faisait plus grande qu'elle n'était. Alors donc, il a une aura qui est plus restreinte, plus limitée. Mais assurément, les gens qui connaissent l'histoire reconnaîtront à De Gaulle l'avantage de la vertu. Parce que chez Napoléon, et c'est sa faiblesse, il n'y a pas de vertu. Je parle de vertu politique. Mais il y a beaucoup de vertus. Il y a beaucoup de vertus au sens de Machiavel, c'est-à-dire que Napoléon, c'est l'homme qui est toujours aux aguets, qui sait saisir l'occasion quand elle passe à sa portée, qui jamais ne la rate, et qui emploie les moyens nécessaires quand il le faut, quel qu'il soit, et sans considération de morale ou autre. Oui, dans ce sens-là, il y a de la vertu, mais il n'y a pas de vertu, ni privée, les femmes, l'argent, ni publique, politique. De Gaulle, lui, il conjuguait les trois types de vertus. C'est très rare. On ne sait pas trop qui citer d'autres. Peut-être Churchill, mais voilà, ils sont très peu nombreux dans ce style. Oui. En tout cas, le point commun entre les deux hommes, c'est que ce sont les deux grands politiques français présents dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Oui, parce que politique, hommes de guerre, tous les deux, et écrivains. Et longtemps en France, les hommes de guerre ont écrit. C'était une particularité locale. Les hommes de guerre écrivent. Parce que c'est un moyen de magnifier leur action, de la faire entrer dans la légende, de l'immortaliser. Et tous les deux ont cherché ça. Et même quand ils écrivaient une simple lettre, ils savaient toujours que ce n'était pas seulement pour leur destinataire, mais que c'était pour la postérité. Et ils savaient que tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils écrivaient serait recueilli et transmis. Quel est le texte que vous préférez, qui vous parle le plus? Les Mémoires de guerre ou le mémorial de Sainte-Hélène? Bon, le mémorial n'est pas de Napoléon directement. C'est une transcription par Lascaz. Je préfère sans doute le mémorial parce qu'on voit dans le mémorial le désordre qu'il y avait dans la tête de Napoléon. Parce qu'il n'arrête pas de sauter d'un sujet à l'autre, il parle de trois choses à la fois, il ne s'arrête jamais de parler. C'est quand même pour un homme qui était usé physiquement à Sainte-Hélène, c'est un feu d'artifice permanent. De Gaulle, ce sont des mémoires écrites à la manière du XVIIe siècle. Il y a de très beaux passages. Ça reflète une action incroyable, qui est l'aventure de la France libre. Mais en même temps, c'est très travaillé, trop travaillé, un peu coincé comme l'était le bonhomme. Donc de ce point de vue, il y a plus de spontanéité et de fraîcheur chez Napoléon. Merci infiniment, Patrice Guénifet. Merci. On vous invite à vous retrouver sur votre stand et de lire
l'ensemble de votre œuvre, et en particulier Napoléon et De Gaulle. Merci. Merci.